20 septembre 1942. Base aéronavale de North Island, San Diego, Californie. Le lieutenant commander Eddie Sanders tenait fermement le manche de contrôle d'un avion qui n'aurait pas dû se trouver entre les mains américaines, ses paumes moites, malgré l'air frais du matin venant du Pacifique. Le tableau de bord devant lui affichait des caractères japonais. Les commandes semblaient étrangères. L'ensemble du cockpit sentait l'huile et des matériaux inconnus. Au-delà du pare-brise, des gardes armés encerclaient le hangar, leurs ordres étant clairs depuis l'arrivée de la précieuse cargaison 3 semaines plus tôt. C'était l'avion le plus précieux du monde, et Sanders était sur le point de devenir le premier Américain à le piloter. Il relâcha les freins, et le chasseur Mitsubishi A6M2 modèle 21 avança, son moteur ronronnant avec une douceur surprenante. En quelques minutes, ce seul vol d'essai exposerait des faiblesses qui transformeraient les tactiques de chasse américaines et scelleraient le destin de la suprématie aérienne japonaise. Laisser secrets enfermés dans cette machine capturée contribuerait à créer une arme qui abattrait plus de 5000 avions ennemis et inverserait le cours de la guerre du Pacifique. La transformation avait commencé non pas avec ce vol, mais 5 mois plus tôt, sur une île pluvieuse des Aléoutiennes, où un jeune pilote japonais avait effectué son dernier atterrissage. 4 juin 1942. Le même jour, à 300 miles à l'est, des bombardiers en piqué américains détruisaient 4 porte-avions japonais lors de la bataille de Midway, changeant à jamais le cours de la guerre du Pacifique. Mais dans les îles aléoutiennes de l'Alaska, un drame plus modeste se déroulait, qui se révélerait tout aussi transformateur. Le maître de manière classe Tadayoshi Koga, âgé de 19 ans, lança son chasseur Zero depuis le porte-avions Ryujo, dans le cadre d'une attaque de diversion contre la base américaine de Dutch Harbor. La mission matinale se déroula initialement comme prévu. Koga et ses alliés, le premier maître Makoto Endo et le maître Tsugo Shikada, attaquèrent Dutch Harbor avec un effet dévastateur, abattant un bombardier de patrouille américain PBY Catalina et mitraillant les survivants dans l'eau. Le Zero fonctionnait exactement comme prévu, plus rapide et plus manœuvrable que tout ce que les Américains pouvaient déployer. Puis une seule balle changea tout. Des tirs au sol depuis Dutch Harbor, probablement d'une mitrailleuse de calibre 50, touchèrent l'avion. L'avion de Koga, sectionnant la conduite de retour d'huile. Dans un moteur dépendant d'une lubrification précise, c'était une condamnation à mort. L'huile commença à jaillir de la conduite endommagée, et Koga savait qu'il lui restait peut-être 15 minutes avant que le moteur ne se grippe complètement. Il signala les dégâts par radio à son commandant de vol et se dirigea vers l'île d'Akutan, à 25 miles à l'est de Dutch Harbor, désigné par les planificateurs japonais comme site d'atterrissage d'urgence. Un sous-marin attendait au large pour secourir les pilotes abattus. Alors que Koga approchait de l'île d'Akutan, il aperçut ce qui semblait être un terrain d'atterrissage d'urgence parfait, une longue étendue de prairies plates à un demi-mile à l'intérieur des terres depuis Broad Bight. Son ailier tournait au-dessus, tandis que Koga entamait son approche, train d'atterrissage sorti pour ce qui aurait dû être un atterrissage roue baissé de routine. Shikada, volant au-dessus, remarqua soudain l'eau scintillante entre les brins d'herbe lors de son deuxième passage. Il réalisa avec horreur que le terrain était en fait un marécage, l'herbe dissimulant de la boue jusqu'aux genoux et de l'eau stagnante. Il tenta de transmettre un avertissement par radio, mais il était trop tard. Koga était déjà engagé dans son atterrissage. Les roues du Zero touchèrent l'herbe à environ 80 km/h, environ 128 km/h. Pendant un bref instant, l'atterrissage sembla réussi. Puis le train principal s'enfonça dans la boue molle sous la végétation, se bloquant avec une force formidable. La physique prit le dessus, le chasseur léger, sa queue se déplaçant toujours à la vitesse d'atterrissage, bascula complètement dans une violente culbute. L'avion s'écrasa à l'envers dans le marécage,
avec un impact dévastateur. La force cassa instantanément le cou de Koga, le tuant avant qu'il ne puisse reprendre son souffle. Son corps resta suspendu par sa ceinture de sécurité dans le cockpit inversé, son pistolet de service et son sabre de samouraï toujours attachés à sa taille. Sa combinaison de vol toujours impeccable, à l'exception du bandage médical précis enroulé autour de son torse à cause de blessures antérieures. Au-dessus, les alliés de Koga firent face à une décision déchirante. Les ordres permanents leur imposaient de détruire tout Zero désactivé pour éviter qu'il ne tombe entre les mains ennemies. Ils tournèrent autour du lieu du crash plusieurs fois, mitrailleuses prêtes, cherchant tout signe que leurs camarades avaient survécu. L'avion semblait si intact, posé à l'envers dans le marais, comme une tortue sur le dos, qu'ils ne purent se résoudre à tirer. Peut-être Koga était-il vivant, piégé, en attente de secours. Ils ne pouvaient pas assassiner leur ami au cas où il aurait survécu. Après plusieurs autres passages, leur carburant commençant à manquer, ils virèrent à contre-cœur vers l'ouest et retournèrent au Ryujo. Le sous-marin assigné au sauvetage des pilotes abattus chercha dans les eaux autour d'Akutan pendant des heures avant que le destroyer américain USS Williamson ne le chasse. Le corps de Koga et son Zero restèrent seuls dans la nature sauvage des Aléoutiennes, à 5000 miles du Japon, attendant de trahir tous les secrets de l'arme la plus redoutée de l'Empire. Pendant 5 semaines, le Zero de Koga resta intact dans le marécage d'Akutan. Le site du crash se trouvait hors de vue des voies de navigation standard et des routes de patrouille aérienne, caché dans une petite vallée qui bénéficiait peut-être de 6 jours de visibilité claire par mois à travers le brouillard perpétuel des Aléoutiennes. Les forces de porte-avions qui auraient pu chercher Koga s'étaient déjà retirées vers l'ouest après la défaite catastrophique de Midway. Le destin du jeune pilote devint une autre statistique de victimes dans une guerre qui tournait rapidement en défaveur du Japon. Puis, le 10 juillet 1942, un bombardier de patrouille américain PBY Catalina, piloté par le lieutenant William Thiss, se perdit. La navigation dans les Aléoutiennes était dangereuse, avec des boussoles magnétiques peu fiables près du cercle arctique et des repères obscurcis par un brouillard quasi constant. Thiess naviguait à l'estime lorsqu'il aperçut les îles Shumagin à travers une éclaircie. Reconnaissant sa position, il corrigea son cap vers Dutch Harbor, choisissant de voler directement au-dessus de l'île d'Akutan plutôt que de la contourner pour gagner du temps et du carburant. Le maître mécanicien Albert Knack, servant de chef d'avion, jeta un coup d'œil au bon moment. À travers une brèche temporaire dans le brouillard, il aperçut une forme inhabituelle dans le marais en contrebas, quelque chose qui n'appartenait pas au paysage aléoutien. Les cercles rouges vifs sur les ailes étaient indubitables. Thiss survola le site plusieurs fois, notant la position avec soin sur ses cartes. Le Zero semblait remarquablement intact, une prise inimaginable. Il retourna immédiatement à Dutch Harbor pour signaler la découverte. Quelques heures plus tard, une équipe de récupération atterrit près du lieu du crash. Ce qu'ils découvrirent dépassa leurs espérances les plus folles. Le Zero avait atterri dans ce qui était peut-être le seul endroit de l'île d'Akutan où le marécage était suffisamment mou pour amortir l'impact tout en étant suffisamment ferme pour empêcher l'avion de couler. Le marais avait agi comme un gigantesque amortisseur, dissipant la force qui aurait brisé la cellule sur un sol solide. Mis à part un pare-brise écrasé, des extrémités d'hélice tordues, un train d'atterrissage cassé et des bouts d'ailes endommagés, l'avion était fondamentalement intact. L'équipe de récupération retira avec précaution le corps de Koga du cockpit et l'enterra avec les honneurs militaires sur une colline surplombant le lieu du crash. Ils remarquèrent le vaste bandage médical autour de son torse, suggérant des blessures antérieures ou des mesures de précaution contre les manœuvres à forte accélération. Ses effets personnels, y compris son pistolet et son sabre, furent retirés comme matériel de renseignement. Puis commença la tâche difficile d'extraire un avion de chasse d'un marécage aléoutien.
L'opération de récupération dura près de 3 semaines de travail éreintant dans certaines des conditions les plus inhospitalières de la Terre. Les ouvriers construisirent une route de fortune en utilisant des rondins et des planches, treuillant lentement le chasseur capturé sur un demi-mile de terrain dangereux jusqu'à Broadbight, où il put être chargé sur une barge. L'opération entière se déroula dans un froid humide perpétuel, avec des équipements qui gelaient ou rouillaient pendant la nuit. Mais le prix en valait toutes les difficultés. Fin juillet, le Zero avait été chargé à bord d'un cargo pour être transporté aux États-Unis. Le navire transportant l'avion capturé le plus important de l'histoire quitta les Aléoutiennes début août, naviguant vers le sud à travers des eaux qui, quelques semaines plus tôt, avaient été disputées par les flottes japonaises et américaines. Le Zero capturé arriva à Seattle le 1er août 1942, transféré immédiatement sur une barge pour le voyage vers la base aéronavale de North Island, près de San Diego. L'avion atteignit San Diego à la mi-août, où il fut déchargé sous haute surveillance et déplacé vers un hangar sécurisé. Une protection par la police militaire 24 heures sur 24 garantissait qu'aucun chasseur de souvenirs ne puisse endommager l'inestimable prise. La nouvelle de la capture se répandit dans les cercles de l'aviation navale avec une excitation électrique. Pour la première fois depuis les débuts dévastateurs du Zero à Pearl Harbor, les ingénieurs et pilotes américains auraient l'occasion d'examiner le chasseur légendaire en détail. Le capitaine de vaisseau William Leonard, qui commanderait plus tard une division de porte-avions dans le Pacifique, l'appela un trésor qui a révélé tant de secrets à un moment où le besoin était si grand. Le lieutenant-colonel des Marines Kenneth Walsh, qui survivrait à la guerre en tant qu'as avec 21 victoires, déclarerait plus tard que savoir quoi faire avec un Zero à ses trousses, information provenant directement de l'étude de l'avion de Koga, lui avait sauvé la vie à plusieurs reprises. La course était lancée pour restaurer le Zero en état de vol le plus rapidement possible. Chaque jour où l'avion restait au sol était un jour de plus où les pilotes américains faisaient face à un ennemi qu'ils ne comprenaient pas entièrement. L'équipe de restauration travaillait sans relâche, documentant soigneusement chaque détail de la construction de l'avion tout en réparant simultanément les dégâts du crash. Le travail avançait à une vitesse étonnante, poussé par l'urgence et la reconnaissance que cet unique avion pourrait détenir les clés pour gagner la guerre aérienne dans le Pacifique. La restauration révéla des aperçus immédiats de la philosophie de conception japonaise. Le Zero était construit comme une montre de précision, nota un ingénieur, avec des rivets affleurants sur toute la cellule et des canons montés à fleurs, des surfaces des ailes pour minimiser la traînée. Chaque composant était conçu pour un poids minimum et une efficacité maximale. Le tableau de bord affichait une simplicité remarquable, sans superfluité pour distraire le pilote, juste les jauges essentielles arrangées pour une lisibilité instantanée. Les panneaux d'inspection pouvaient être ouverts en appuyant simplement du doigt sur des pointes marquées, libérant des loquets internes. L'ensemble de l'avion pouvait être démonté et remonté avec un minimum d'outils, un avantage crucial pour la maintenance sur le terrain sur des bases insulaires primitives. L'équipe découvrit que le Zero pesait entre 5,300 et 665 livres, entre 2,404 et 2,796 kg à pleine charge, selon la munition, la charge de carburant et la configuration, soit environ 2000 livres, environ 907 kg, de moins que le F-4F Wildcat américain. Cette économie de poids extraordinaire provenait de plusieurs sources. Le Zero manquait de protection blindée pour le pilote, s'appuyant plutôt sur une maniabilité supérieure pour éviter d'être touché. Les réservoirs de carburant n'étaient pas auto-obturants, échangeant la sécurité contre une réduction de poids et une capacité accrue. La cellule elle-même utilisait un minimum de matériaux structurels, juste assez de résistance pour les charges anticipées sans marge de sécurité. Le Zero représentait fondamentalement une philosophie de conception différente de celle des chasseurs américains. Là où les avions américains privilégiaient la protection du pilote et la robustesse structurelle, acceptant des pénalités de poids pour la survie, le Zero sacrifiait la protection au profit des performances.
C'était un chasseur conçu pour gagner par une agilité supérieure plutôt que par sa capacité à encaisser les coups. L'avion capturé révéla d'autres secrets. Le moteur, un radial Nakajima Sakae à 14 cylindres produisant approximativement 950 chevaux, utilisait un carburateur à flotteur qui se révélerait important au combat. Les ailes se repliaient pour le stockage sur porte-avions, utilisant un mécanisme manuel simple ne nécessitant aucun système hydraulique. Les surfaces de contrôle étaient recouvertes de tissu sur des cadres métalliques pour minimiser le poids. Plus remarquable encore, l'armement était vraiment formidable pour un avion si léger. 2 mitrailleuses de 7,8 mm tirant à travers l'arc de l'hélice et 2 canons de 20 mm montés dans les ailes. Le 20 septembre, 41 jours seulement après son arrivée à San Diego, le Zéro était prêt à voler. L'équipe de restauration avait remplacé le pare-brise écrasé, redressé la dérive et le gouvernail, réparé les saumons d'ailes et les volets, et entièrement reconstruit le train d'atterrissage qui avait été arraché lors de l'accident. L'hélice Sumitomo d'origine à 3 pales fut soigneusement remise en état et réutilisée. L'appareil capturé fut repeint, les cocardes, japonaises rouges et Nomaru, étant recouvertes de l'insigne américain à cercle bleu et étoile blanche. Il ressemblait à un avion américain portant des vêtements japonais. Le Lieutenant Commander Eddie Sanders, choisi comme pilote d'essai en chef pour le projet, avait passé la semaine précédente à étudier chaque aspect du Zéro pendant que les mécaniciens achevaient la restauration. Il s'était assis dans le cockpit pendant des heures, se familiarisant avec les instruments japonais, mémorisant la disposition des commandes, se préparant mentalement à un vol différent de tous ceux qu'il avait tentés. Sanders était un pilote d'essai expérimenté, mais il s'apprêtait à piloter un avion ennemi dont les caractéristiques de vol ne pouvaient être qu'estimées à partir de rapports de renseignements et d'observations de combat. Si ces rapports étaient exacts, le Zéro était plus rapide, montait mieux et virait plus court que n'importe quel chasseur américain. Si ces rapports étaient erronés, ou si l'appareil capturé avait des dommages cachés, Sanders pourrait ne pas survivre au premier vol. Le matin du 20 septembre 1942, Sanders monta dans le cockpit du Zéro pour la première fois en tant que pilote plutôt qu'en tant qu'élève. L'équipe au sol démarra le moteur, qui prit immédiatement et tourna sans problème, le travail de l'équipe de restauration étant ainsi justifié. Sanders roula vers la piste, conscient que des dizaines d'ingénieurs, d'officiers de renseignement et de dignitaires de la marine observaient depuis la tour et la ligne de vol. Il avança la manette des gaz et le Zéro accéléra sur la piste avec une vivacité surprenante. Le chasseur léger décolla après un roulage au sol remarquablement court, montant à une vitesse qui aurait été impressionnante pour n'importe quel avion américain. Pendant l'heure qui suivit, Sanders soumit le Zéro à une série de tests de performance, explorant attentivement son enveloppe de vol. Il monta en altitude, testa les caractéristiques de décrochage, pratiqua des manœuvres de base et évalua les qualités de maniabilité de l'appareil. Ce qu'il découvrit lors de ce premier vol allait tout changer. Il apparut immédiatement que les ailerons se bloquaient à des vitesses supérieures à 200 nœuds, rendant les manœuvres de roulis lentes à ces vitesses et exigeant une force considérable sur le manche. Sanders écrivit dans son rapport: « Le Zéro virait à gauche beaucoup plus facilement qu'à droite. » Le problème des ailerons à haute vitesse était spectaculaire et inattendu. À basse vitesse, la maniabilité du Zéro était tout ce que les pilotes japonais affirmaient, capable de virer à l'intérieur de n'importe quel chasseur américain avec facilité. Mais au-delà de 200 nœuds, soit environ 230 mph, les ailerons devenaient de plus en plus lourds et insensibles. Les surfaces de contrôle recouvertes de tissu se gonflaient sous la pression de l'air, à grande vitesse, exigeant une force énorme sur le manche pour les contrer. Les chasseurs américains, avec leurs surfaces de contrôle recouvertes de métal et leur système d'assistance hydraulique, conservaient une autorité de contrôle totale à toutes les vitesses. Sanders découvrit une deuxième faiblesse critique lors des manœuvres à accélération négative. Lorsqu'il poussa brusquement le manche vers l'avant, induisant des forces gravitationnelles négatives, le moteur du Zéro toussa
et s'arrêta. Le carburateur à flotteur, conçu pour des conditions de gravité positive et nulles, ne pouvait maintenir le flux de carburant lors d'une accélération négative prolongée. Le moteur redémarrait lorsque l'accélération positive reprenait, mais pendant plusieurs secondes, le Zéro devenait un planeur sans puissance. Cette faiblesse avait de profondes implications tactiques que Sanders reconnut immédiatement. Les pilotes américains, dépassés en manœuvre et incapables d'échapper à un Zéro poursuivant, avaient désormais leur réponse. Sanders nota dans son rapport: plonger en piqué vertical avec accélération négative si possible pour accroître la distance pendant que le moteur du Zéro SCT est arrêté par les forces impliquées. À environ 200 nœuds, effectuer un roulis sec à droite avant que le pilote du Zéro ne puisse aligner ses tirs. Sanders effectua 24 vols d'essai au cours des 25 jours suivants, chacun révélant des détails supplémentaires sur les capacités et les limites du Zéro. Il testa l'appareil à différentes altitudes, réglages de puissance et configuration de combat. Il effectua des combats aériens simulés contre des chasseurs américains, avec d'autres pilotes d'essai aux commandes de F-4F Wildcats et d'appareils plus récents. Les données accumulées lors de ces vols furent extraordinaires. La vitesse maximale du Zéro était légèrement inférieure à celle du F-4F Wildcat, contrairement au rapport de combat, suggérant que le chasseur japonais était plus rapide. Sanders émit l'hypothèse que cela pourrait être dû au poids de la reconstruction, l'équipe de restauration n'ayant pas pu trouver de matériaux de remplacement exacts pour certains composants. Cependant, l'autonomie exceptionnelle du Zéro, plus de 1900 milles terrestres, dépassait de loin celle de tout chasseur embarqué américain. L'appareil pouvait rester en l'air pendant plus de 6 heures, ce qui lui permettait d'escorter des bombardiers loin en territoire ennemi ou de patrouiller de vastes étendues océaniques. Le taux de montée du Zéro dépassait significativement celui des chasseurs américains, capables d'atteindre 20 000 pieds plus rapidement qu'un F-4F n'atteignait 15 000 pieds. En combat tournoyant à basse vitesse, le Zéro pouvait effectuer un cercle complet dans le temps où les chasseurs américains ne pouvaient effectuer que 3-4 de virages. Ces caractéristiques de performance expliquaient pourquoi les combats du début de la guerre avaient favorisé si décisivement les pilotes japonais. À basse vitesse et dans les combats tournoyants, le Zéro était tout simplement supérieur à tout ce que l'Amérique avait déployé fin 1941 et début 1942. Mais les tests de Sanders révélèrent même que ces avantages s'accompagnaient de faiblesses exploitables. La construction légère du Zéro signifiait qu'il ne pouvait pas résister aux dommages de combat. Des coups qui n'auraient fait en effet que l'endommager un chasseur américain s'avéraient souvent fatals pour le Zéro, qui manquait de blindage et de réservoirs de carburant auto-obturants. L'analyse des matériaux de composants de Zéro capturés, effectuée à Wright Field, révéla des alliages d'aluminium d'excellente qualité, mais utilisés dans des épaisseurs que les concepteurs américains considéreraient comme insuffisantes. Le Zéro était construit avec des tolérances minimales et sans marge de sécurité pour les dommages au combat. Le rapport final de Sanders synthétisa toutes les données d'essai en renseignements exploitables. Les pilotes américains devraient éviter les combats tournoyants à basse vitesse où la maniabilité du Zéro dominait. Au lieu de cela, ils devraient utiliser des attaques en piqué, exploitant les caractéristiques supérieures des chasseurs américains à haute vitesse. Lorsqu'un Zéro poursuivait, les pilotes américains devraient entrer en piqué accentué, de préférence avec une accélération négative pour couper le moteur du Zéro, puis exécuter un roulis sec à droite à grande vitesse, là où le Zéro ne pourrait pas suivre. Les chasseurs américains devraient utiliser leur blindage et leur puissance de feu supérieure pour absorber les coups tout en délivrant des rafales dévastatrices qui détruiraient le fragile Zéro. Les tactiques d'équipe devraient remplacer le combat aérien individuel, les alliés se couvrant mutuellement et utilisant des attaques coordonnées pour annuler l'avantage du Zéro en virage. Ces recommandations furent compilées et distribuées à l'ensemble de la flotte avec une rapidité sans précédent. Les pilotes se préparant au combat
reçurent des briefings détaillés sur les caractéristiques du Zéro et comment exploiter ses faiblesses. Ces informations furent intégrées dans les programmes d'entraînement, les instructeurs enseignant la technique du piqué à haute vitesse et du roulis sec à droite à chaque nouveau pilote. Les vétérans de combat, qui avaient survécu aux premières rencontres avec les Zéros, comprirent soudain ce contre quoi ils s'étaient battus et comment gagner. L'impact sur le moral des pilotes fut profond. Pendant 8 mois, les aviateurs navals américains avaient été confrontés à un avion qui semblait invincible, capable de virer et de monter mieux que tout ce qu'ils pilotaient. Les pilotes avaient développé un respect sain pour le Zéro, qui frisait la peur. La tactique américaine, officielle lorsqu'ils étaient attaqués par des Zéros, avait été simplement de fuir. Une admission humiliante d'infériorité. Maintenant, pour la première fois, les pilotes américains avaient des connaissances concrètes sur la façon de combattre le Zéro et de gagner. La mystique entourant le chasseur japonais commença à s'effriter. C'était toujours un adversaire formidable, mais il n'était plus invincible. Il avait des faiblesses, et les pilotes américains savaient maintenant exactement quelles étaient ces faiblesses et comment les exploiter. Mais la plus grande contribution du Zéro d'Akutan ne fut pas à la doctrine tactique. Ce fut à la conception aéronautique, spécifiquement à un chasseur qui était déjà en développement lorsque Koga s'écrasa dans les Aléoutiennes. Le Grumman F-6F Hellcat allait devenir l'arme qui transformerait les connaissances tactiques américaines en résultat de gaz de combat dévastateurs. L'histoire de la genèse du Hellcat et de l'influence du Zéro d'Akutan sur son développement se révélerait aussi importante que les vols d'essai de Sanders. Le lien entre les deux avions a fait l'objet de débats historiques. Certains affirmant que le Hellcat a été conçu sur la base du Zéro capturé, tandis que d'autres soulignent que la chronologie rend une influence directe impossible. La vérité se situe quelque part entre les deux, une histoire de développement parallèle, de renseignements opportuns et de la capacité de Grumman à intégrer les leçons apprises même au moment où leur chasseur entrait en production. Janvier 1942, Grumman Aircraft Engineering Corporation, Bethpage, Long Island, New York. Leroy Grumman était assis à son bureau, examinant les plans préliminaires de ce qui allait devenir le F-6F Hellcat. Et les chiffres le préoccupaient. La marine avait besoin d'un chasseur pour remplacer le F-4F Wildcat, quelque chose de plus rapide et de plus puissant pour contrer les rapports venant du Pacifique concernant la supériorité aérienne japonaise. L'équipe de conception de Grumman, dirigée par les ingénieurs en chef Jake Swearbull et Bill Schwendlers, avait créé ce qui était essentiellement un Wildcat plus grand et plus puissant. Le design semblait bon sur le papier, mais Grumman craignait que ce ne soit pas suffisant. Les premiers mois de 1942 apportèrent des rapports de plus en plus alarmants du Pacifique. Les pilotes américains étaient surpassés au combat par les Zéros japonais à chaque rencontre. Le F-4F Wildcat, le chasseur de première ligne actuel de Grumman, se révélait inadéquat malgré être un avion solide et bien construit. Les rapports de combat indiquaient que le Zéro pouvait surpasser le Wildcat en montée, en virage et en autonomie dans presque toutes les catégories de performance. Quelque chose de considérablement meilleur était nécessaire, et ce, de toute urgence. Le F-6F initial de Grumman, désigné XF-6F1, était conçu autour du moteur Wright Air 2600 Cyclone produisant environ 700 chevaux. Cela donnerait au nouveau chasseur plus de puissance que les 200 chevaux du Pratt & Whitney Air 1830 du Wildcat, mais Grumman se demandait si c'était une amélioration suffisante. La compagnie développait le XF-6F1 depuis le milieu de l'année 1941. Le contrat formel ayant été signé le 30 juin 1941, près d'un an avant que le Zéro de Koga ne s'écrase dans les Aléoutiennes. Le travail de conception progressa rapidement au début de 1942, motivé par les exigences urgentes de la marine et la reconnaissance par Grumman que la guerre du Pacifique se gagnerait ou se perdrait dans les airs. Le bureau d'aéronautique travailla en étroite collaboration avec les ingénieurs de Grumman, intégrant les retours des pilotes d'Houston
pilote de combat revenant du Pacifique. Le 22 avril 1942, 6 semaines avant la bataille de Midway et 7 semaines avant le crash de Koga, le Lieutenant Commander Edward Butch O'Hare visita l'usine de Grumman à Bethpage. O'Hare, fraîchement revenu d'opérations de combat au cours desquelles il avait défendu seul le porte-avions Lexington contre des bombardiers japonais, gagnant la médaille d'honneur, rencontra les ingénieurs de Grumman pour discuter des performances du F-4F Wildcat contre le Zero. Ses observations furent édifiantes. Le Zero était plus rapide que ce que les renseignements américains avaient estimé, montait mieux que cela ne semblait physiquement possible pour sa puissance moteur et pouvait virer à l'intérieur du Wildcat avec facilité. O'Hare souligna que les chasseurs américains avaient besoin de plus de puissance, d'un meilleur taux de montée et d'une visibilité améliorée pour le pilote. La veille de sa rencontre avec les ingénieurs de Grumman, O'Hare avait rencontré le président Franklin Roosevelt lors de la cérémonie de remise de la médaille d'honneur. Le président lui demanda ce qui était nécessaire pour un nouveau chasseur naval. La réponse d'O'Hare fut directe et mémorable. Un avion qui montera plus vite. Le Lieutenant Commander A.M. Jackson du Bureau de l'aéronautique, travaillant en étroite collaboration avec Grumman, a dirigé des modifications de conception spécifiques basées sur l'expérience de combat. Jackson a insisté sur le montage du cockpit plus haut dans le fuselage, avec la partie avant du fuselage s'inclinant légèrement vers le capot moteur, offrant au pilote une excellente visibilité par-dessus le nez de l'appareil. Il a souligné aux ingénieurs de Grumman que « vous ne pouvez pas les toucher si vous ne pouvez pas les voir ». Ces modifications ont été intégrées à la conception du XF-6F avant même la découverte du Zero de Koga. Le 26 avril 1942, 5 semaines avant le dernier vol de Koga, le Bureau de l'aéronautique a pris une décision cruciale qui allait définir le caractère du F-6F. Basé sur les rapports de combat du Pacifique et les recommandations d'O'Hare, le BUAR a demandé à Grumman d'installer un moteur plus puissant dans le second prototype du XF-6F. Le Wright Air 2600 a été abandonné au profit du Pratt & Whitney Air 2800 Double Wasp, un moteur radial à 18 cylindres produisant 2000 chevaux. C'était le même moteur utilisé dans le Vought F4U Corsair et le Republic P-47 Thunderbolt, et il représentait une augmentation de puissance de 50% par rapport à la conception originale du XF-6F1. Grumman a obtempéré en redessinant et en renforçant la cellule du F-6F pour accueillir le moteur plus puissant. Le changement a nécessité des modifications au bâtimoteur, au système de refroidissement et aux composants structurels de tout l'appareil. Cela a entraîné des retards dans le calendrier de développement, mais les gains de performance en valaient la peine. Grumman a estimé que le nouveau groupe motopropulseur augmenterait les performances de 25% par rapport à la conception originale. La décision de changer de moteur était venue de la convergence simultanée de multiples facteurs. Le R2800 s'était avéré fiable lors des essais et était en cours de production pour d'autres programmes aéronautiques. Pratt & Whitney pouvait fournir des moteurs sans les retards qui entravaient le développement du Wright Air 2600. Plus important encore, les rapports de combat indiquaient que des améliorations incrémentales ne seraient pas suffisantes. Les chasseurs américains avaient besoin d'un bond quantique en performance pour égaler ou surpasser les capacités du Zero. Le premier prototype XF-6F1, toujours équipé du moteur Wright Air 2600 Cyclone, a effectué son vol inaugural le 26 juin 1942 avec le pilote d'essai Bob Hall aux commandes. C'était 8 jours avant le crash de Koga dans les Aléoutiennes et 6 semaines avant la découverte du Zero. Le prototype a bien fonctionné, démontrant de bonnes caractéristiques de maniabilité et aucun défaut majeur. Mais ses performances avec le Cyclone de 1700 chevaux ont confirmé les inquiétudes de Grumman quant à la nécessité d'une plus grande puissance. Le second prototype, désigné XF-6F3 et équipé du Air 2800 Double Wasp de 2000 chevaux, a volé pour la première fois le 30 juillet 1942. C'était 20 jours après la découverte du Zero d'Akutan, mais 2 mois avant qu'il ne soit restauré en état de vol et testé. Les performances du XF-6F3
ont dépassé les attentes. La puissance supplémentaire a transformé la conception, lui conférant la vitesse ascensionnelle et la vitesse nécessaire pour rivaliser avec le Zero à armes égales. Mais le développement du Hellcat ne s'est pas arrêté là. Tout au long de l'été 1942, les ingénieurs de Grumman ont continué d'affiner la conception en se basant sur les rapports de combat continus et les renseignements provenant du Pacifique. Lorsque le Zero d'Akutan est arrivé à San Diego à la mi-août, des données techniques détaillées ont commencé à circuler vers le bureau de l'aéronautique et Grumman en quelques jours. L'avion capturé n'avait pas encore volé, mais un examen physique a révélé des informations cruciales sur sa construction, son poids, son armement et sa philosophie de conception. Ces renseignements sont arrivés à un moment critique du développement du F-6F. La conception de base était établie, le moteur choisi, et les premiers prototypes volaient, mais la production n'avait pas encore commencé. Ce qui signifiait que des changements pouvaient encore être incorporés relativement facilement. Les ingénieurs de Grumman ont étudié les données du Zero avec un intérêt intense, cherchant des moyens de s'assurer que leur chasseur pourrait non seulement égaler, mais surpasser les capacités de l'avion japonais. Le Zero pesait entre 5.300 et 6.800 livres à pleine charge. Le F-6F pèserait plus de 12 000 livres. Cette pénalité de poids énorme, plus du double du poids du Zero, devait être compensée par une puissance supplémentaire et une conception intelligente. La philosophie de Grumman différait fondamentalement de l'approche japonaise. Là où le Zero sacrifiait la protection au profit des performances, le F-6F fournirait les deux. Roy Grumman, le fondateur de l'entreprise, a pris une décision clé après avoir étudié les données du Zero. Il a déterminé que Grumman pouvait égaler ou surpasser le Zero à la plupart des égards, sans sacrifier le blindage du pilote, les réservoirs de carburant auto-obturants et une structure de fuselage robuste. Le F-6F compenserait le poids supplémentaire par une puissance additionnelle du moteur R2800. Cette décision a façonné tout ce qui a suivi. Le F-6F serait construit de manière robuste, capable d'absorber des dommages au combat, mais des dommages au combat qui auraient détruit un Zero. Il protégerait son pilote avec un blindage derrière le siège et un pare-brise par balle. Il serait équipé de réservoirs de carburant auto-obturants qui pourraient subir des coups sans incendie catastrophique. Il aurait des systèmes redondants et une structure robuste, capable de résister aux atterrissages difficiles sur porte-avions et aux dommages de combat. La pénalité de poids serait surmontée par une puissance brute et une conception intelligente tirant le meilleur parti des performances disponibles. Les données du Zero d'Akutan, combinées au rapport de combat et au vol d'essai de Sanders en septembre et octobre, ont influencé des décisions de conception spécifiques à mesure que le F-6F progressait vers la production. Les ailes du F-6F ont été conçues pour des performances à grande vitesse en utilisant un profil aérodynamique et une conception des surfaces de contrôle différents de ceux du Wildcat. Les ailerons étaient assistés hydrauliquement et recouverts de métal, assurant une pleine autorité de contrôle à toutes les vitesses. Cela a directement résolu les problèmes d'aileron à haute vitesse que Sanders avait découverts dans le Zero capturé. Le F-6F serait capable de virer efficacement à des vitesses où les commandes du Zero se bloquaient. Le système de carburant du F-6F utilisait un carburateur à pression plutôt que le type à flotteur utilisé dans le Zero. Cela garantissait que le moteur continuerait à fonctionner sous accélération négative, éliminant la faiblesse que Sanders avait exploitée lors de ses vols d'essai. Un pilote de F-6F pouvait plonger pour échapper à un Zero poursuivant sans que son moteur ne cale au moment crucial. La structure du F-6F a été conçue pour supporter une accélération de 9G positif et 6G négatif, dépassant de loin les limites structurelles du Zero. Cela signifiait que les pilotes de F-6F pouvaient effectuer des manœuvres agressives sans craindre de défaillance structurelle, tandis que les Zero tentant de suivre risqueraient de se désintégrer. L'armement a été augmenté à 6 mitrailleuses de calibre .50 par rapport aux 4 du Wildcat. Les versions ultérieures offriraient l'option de 2 canons de 20 mm
et 4 mitrailleuses de calibre .50. La puissance de feu concentrée pouvait détruire le Zero légèrement construit avec de courtes rafales, tandis que la structure blindée du F-6F pouvait absorber les tirs en retour. La visibilité depuis le cockpit était exceptionnelle, la position surélevée du pilote offrant une vue dégagée dans toutes les directions. Cela répondait à l'insistance de Jackson, selon laquelle les pilotes ne pouvaient même pas abattre ce qu'ils ne voyaient pas. La conception a intégré les leçons du TAC Weave et d'autres tactiques défensives, reconnaissant que la visibilité était cruciale pour le soutien mutuel entre alliés. Le 3 octobre 1942, le premier F-6F-3 de production a effectué son vol inaugural seulement 2 semaines après que Sanders eut terminé ses premiers vols d'essai avec le Zero d'Akutan. Le timing n'était pas une coïncidence. La production avait été délibérément retardée jusqu'à ce que les ingénieurs puissent intégrer les dernières informations. Le mythe selon lequel le F-6F aurait été conçu sur la base du Zero d'Akutan est manifestement faux, étant donné que la conception de base était antérieure au crash de Koga et que la décision de changer de moteur était intervenue avant même la découverte du Zero. Mais le timing a permis à Grumman d'affiner la configuration finale du F-6F en se basant sur les connaissances acquises grâce à l'avion capturé, intégrant des leçons tactiques avant que la production n'accélère. Les premiers F-6F-3 de production ont commencé à arriver dans les escadrons de la flotte début 1943. Le Fighting Squadron 9 a reçu les premiers Hellcats opérationnels en février 1943, embarquant sur le porte-avions Essex pour l'entraînement et la mise en condition opérationnelle. La réaction des pilotes aux nouveaux chasseurs fut enthousiaste. Après des mois de combat à bord de F-4F Wildcats, luttant contre des avions japonais supérieurs, le F-6F a été perçu comme un bon cantique en termes de capacité. Il était plus rapide, montait mieux, avait plus de puissance de feu, une meilleure visibilité et se montrait solide d'une manière que le Wildcat n'avait jamais eue. Les pilotes ont rapidement découvert que le F-6F était remarquablement facile à piloter. Grumman l'avait conçu spécifiquement pour être opéré par des pilotes relativement inexpérimentés, sortant tout juste de l'entraînement, reconnaissant que l'expansion en temps de guerre inonderait la flotte de nouveaux aviateurs. Le F-6F n'avait pas de mauvais défauts. Pas de caractéristiques délicates qui auraient pu tuer un pilote imprudent. Il était stable, prévisible et pardonnait les erreurs. Les appontages sur porte-avions, l'aspect le plus difficile de l'aviation navale, étaient simples avec le Hellcat. Le train d'atterrissage robuste absorbait les impacts difficiles qui auraient en fait s'effondrer des avions moindres. La visibilité permettait aux pilotes de juger précisément leur approche. Les commandes restaient réactives aux basses vitesses requises pour les approches sur porte-avions. La production a augmenté à une vitesse étonnante. Grumman a construit une nouvelle usine à Bethpage, spécifiquement pour la production du F-6F, les premiers avions sortant de la chaîne avant même l'achèvement des bâtiments de l'usine. Au plus fort de la production en 1944, Grumman a produit 644 avions en un seul mois, soit un Hellcat par heure, un record de production aéronautique jamais égalé. L'échelle était stupéfiante. Chaque F-6F nécessitait environ 20 000 pièces individuelles provenant de centaines de sous-traitants. Les moteurs Pratt & Whitney étaient construits dans 3 usines distinctes et expédiés à Bethpage pour installation. Grumman a coordonné cette symphonie industrielle avec une précision qui a émerveillé les observateurs. Une grande partie du mérite revenait à Jake Swearbull, le génie de la production de Grumman, qui a organisé le flux de travail et la chaîne d'approvisionnement avec une efficacité sans précédent. De nombreux ouvriers de Grumman n'avaient jamais construit d'avion auparavant. Pourtant, ils ont produit le chasseur embarqué le plus réussi de la guerre. Entre le premier vol de production en octobre 1942 et la fin de la guerre en novembre 1945, soit une période d'environ 37 mois, Grumman produirait 12 275 F-6F Hellcats à partir d'un seul complexe industriel. Le F-6F a fait ses débuts au combat le 31 août 1943, 15 mois après la découverte du Zero d'Akutan
et 11 mois après le premier vol d'essai de Sanders. Des avions des Fighting Squadrons 5 et 9, opérant depuis les porte-avions Yorktown et l'Independence, ont attaqué l'île Marcus dans le cadre d'un raid de porte-avions. La mission fut un succès retentissant. Aucun chasseur japonais n'a réussi à décoller et plusieurs ont été détruits au sol. 2 Hellcats ont été perdus à cause des tirs anti-aériens, mais en combat air-air, le F-6F a démontré une supériorité immédiate. Au cours des mois suivants, le F-6F est devenu le chasseur standard sur les porte-avions de la flotte américaine, remplaçant progressivement le F-4F Wildcat sur les grands porte-avions, tandis que les Wildcats continuaient à servir sur les porte-avions d'escorte plus petits. Au début de 1944, le Hellcat équipait 15 escadrons de chasse embarqués et devenait rapidement le chasseur naval américain dominant dans le Pacifique. Les leçons tactiques tirées du Zero d'Akutan ont été incorporées dans tous les aspects des opérations du F-6F. Les pilotes ont été entraînés à éviter les combats tournoyants à basse vitesse, sauf s'ils avaient un avantage significatif en altitude ou en nombre. Au lieu de cela, la doctrine du F-6F mettait l'accent sur les attaques rapides en piqué, plongeant depuis l'altitude pour prendre de la vitesse, effectuant un seul passage de tir, puis remontant en flat quand on monte en flèche en altitude avant que les Zero, plus manœuvrables, ne puissent réagir. La tactique THAC, développée par le Lieutenant Commander John THAC avant même la capture du Zero, devint la doctrine défensive standard pour toutes les escadrilles de F-6F. Lorsqu'ils étaient attaqués par des Zero, les pilotes de F-6F volaient en paire se soutenant mutuellement en se tressant d'avant en arrière, de sorte que tout Zero poursuivant un F-6F ferait immédiatement face au tir frontal de l'autre. La tactique neutralisait l'avantage de virage du Zero en obligeant le pilote japonais soit à rompre le combat, soit à faire face à un engagement frontal, où la puissance de feu et la protection supérieure du F-6F dominaient. Les pilotes étaient entraînés à utiliser leur vitesse et leur puissance pour dicter les conditions de l'engagement. Si la situation tactique favorisait le F-6F, ils engageaient le combat. Sinon, ils utilisaient leur vitesse supérieure pour se désengager, se repositionner et attaquer depuis une position avantageuse. Le taux de montée du F-6F lui permettait de regagner rapidement de l'altitude après des attaques en piqué. Sa vitesse lui permettait d'échapper à des situations défavorables. Son autonomie lui permettait de patrouiller plus longtemps et de poursuivre les ennemis en fuite plus loin que les Zeros ne pouvaient le faire. 23 novembre 1943, île Gilbert. Des F-6F Hellcats du porte-avions Essex engagèrent le combat contre des chasseurs Zero japonais au-dessus de Tarawa, ce qui allait devenir le premier test majeur du nouveau chasseur face aux meilleurs appareils japonais. 30 Zero s'élevèrent pour intercepter l'attaque américaine et la bataille aérienne qui s'ensuivit fit rage dans le ciel au-dessus des plages de débarquement. Une fois la fumée dissipée, les pilotes américains revendiquèrent la destruction de 30 chasseurs japonais pour la perte d'un seul F-6F. La bataille de Tarawa démontra tout ce que le F-6F était conçu pour accomplir. Des pilotes américains, dont beaucoup étaient relativement inexpérimentés, avaient affronté des aviateurs japonais vétérans aux commandes de Zeros et les avaient totalement écrasés. La combinaison des performances supérieures de l'appareil, de tactiques solides basées sur la connaissance des faiblesses du Zero et d'un entraînement intensif avait créé une formule imbattable. L'issue de la bataille provoqua des ondes de choc au sein des commandements américains et japonais. Pour les Américains, elle valida la conception du F-6F et les doctrines tactiques élaborées à partir de l'étude du Zero d'Akutan. Pour les Japonais, elle révéla que les appareils américains avaient rattrapé et surpassé les capacités du Zero. L'ère de la supériorité aérienne japonaise touchait à sa fin. Mais Tarawa n'était biqué que le début. Le F-6F prouverait sa valeur dans chaque engagement majeur à travers le Pacifique
pendant les 20 mois suivants, établissant le record de combat le plus dominant de tout chasseur américain de la Seconde Guerre mondiale. 19 juin 1944, mer des Philippines, à l'ouest des îles Mariannes. Des F-6F Hellcats de 15 porte-avions américains, 7 grands porte-avions de flotte et 8 porte-avions légers de la Task Force 58 se préparèrent à affronter la plus grande force d'aviation embarquée japonaise jamais assemblée depuis la bataille de Midway, 2 ans plus tôt. Les Japonais disposaient de 9 porte-avions et envoyèrent vague après vague d'avions pour détruire la flotte d'invasion américaine attaquant Saipan. Ce qui suivit fut connu sous le nom du Grand Tir aux Pigeons des Mariannes, la bataille aérienne la plus asymétrique de l'histoire navale. La première attaque japonaise, composée de 69 appareils, perdit 42 avions avant d'atteindre la flotte américaine. Les 27 restants, qui réussirent à atteindre les porte-avions, n'accomplirent rien face à une tempête de tirs anti-aériens et des F-6F en SM. La deuxième vague, 107 appareils japonais, en perdit 97 avant même de pouvoir attaquer. L'aviation embarquée japonaise était systématiquement détruite. Tout au long de la journée, les porte-avions japonais lancèrent 370 appareils en plusieurs vagues. Seuls 130 revinrent. Les F-6F Hellcats, effectuant des patrouilles aériennes de combat au-dessus de la flotte américaine et chassant les groupes d'attaque japonais, abattirent les 45 et la grande majorité. Les pertes américaines s'élevèrent à 23 ou 30 appareils, de nombreux pilotes étant secourus de l'océan. L'impact stratégique fut catastrophique pour le Japon. Les groupes aériens embarqués méticuleusement reconstruits après les pertes de Midway furent anéantis. Les pilotes expérimentés qui avaient formé la génération actuelle étaient morts. Les appareils qui avaient été stockés pour la bataille décisive avaient disparu. L'aviation navale japonaise ne se remettrait jamais des pertes de cette seule journée. La bataille de la mer des Philippines démontra le F-6F fonctionnant à son efficacité maximale. Son autonomie exceptionnelle permit des patrouilles aériennes de combat continues au-dessus de la flotte. Son taux de montée garantissait que les F-6F pouvaient intercepter les attaques entrantes à une altitude optimale. Sa vitesse permit la poursuite des avions japonais en fuite. Sa puissance de feu et sa protection signifiaient que dans tout engagement frontal, le F-6F détenait un avantage écrasant. Mais le plus important, peut-être, fut la facilité de pilotage du F-6F, qui signifiait que même des pilotes américains relativement inexpérimentés pouvaient opérer l'appareil efficacement au combat. Dès la mi-1944, les États-Unis produisaient des pilotes bien plus rapidement que le Japon, et le F-6F permit à ces nouveaux aviateurs d'être lancés au combat avec la confiance qu'ils pourraient survivre et réussir. Les pilotes japonais, par contraste, recevaient un entraînement de plus en plus abrégé à mesure que les pénuries de carburant et les pertes d'instructeurs augmentaient. Fin 1944, les pilotes japonais entraient au combat avec peut-être un tiers des heures de vol que recevaient les pilotes américains. L'écart d'expérience, combiné à la supériorité technique du F-6F, créa une spirale mortelle pour l'aviation japonaise. Chaque engagement coûtait au Japon des pilotes irremplaçables, tandis que les pertes américaines étaient rapidement remplacées par la filière de formation qui produisait des milliers de nouveaux aviateurs chaque année. La contribution du F-6F à la victoire américaine s'étendait au-delà du combat aérien. L'appareil fut adapté en plusieurs variantes spécialisées qui répondaient à des besoins tactiques spécifiques. Les variantes de chasseurs de nuit F-6F-3N et F-6F-5N transportaient un équipement radar dans un pod monté sur l'aile tribord, leur permettant d'intercepter les raids de bombardement nocturnes japonais. Le radar réduisait légèrement la vitesse maximale, mais les pilotes de chasseurs de nuit trouvèrent que cette capacité valait le compromis. Les chasseurs de nuit F-6F obtinrent un succès remarquable contre les pillards nocturnes japonais, abattant des bombardiers qui avaient auparavant attaqué en toute impunité à la faveur de l'obscurité. Les variantes de reconnaissance photographique F-6F-3P et F-6F-5P remplacèrent les noms, assèrent les canons par des caméras.
menant des missions de reconnaissance cruciales au-dessus du territoire ennemi. Leur vitesse et leur portée leur permirent de pénétrer profondément dans les zones contrôlées par les Japonais, de photographier des cibles et de s'échapper avant que les intercepteurs ne puissent réagir. Plus tard, les variantes F6F5 furent modifiées pour transporter des bombes de 2000 livres sur un pylône central et des rails de roquettes sous les ailes, transformant le chasseur en un chasseur bombardier très efficace. Les F6F armés de bombes et de roquettes fournirent un soutien aérien rapproché, dévastateur aux forces des Marines et de l'armée de terre, combattant à travers les îles du Pacifique, attaquant les bunkers japonais, les positions d'artillerie et les concentrations de troupes avec une précision que l'artillerie ne pouvait égaler. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les F6F Hellcats avaient compilé des statistiques inégalées par tout autre chasseur américain. L'appareil fut crédité de la destruction de 563 appareils ennemis en combat aérien dans le Pacifique par les pilotes de l'US Navy et du Marine Corps, avec 60 appareils supplémentaires détruits sur d'autres théâtres, portant le total à 523 en incluant les victoires du Fleet Air Arm de la Royal Navy britannique. Seuls 270 F6F furent perdus en combat aérien, donnant à l'appareil un ratio victoire-perte global de 19 contre 1. Spécifiquement contre les Zero japonais, le ratio était de 13 contre 1. Ces chiffres reflétaient l'impact combiné de la performance supérieure de l'appareil, d'une doctrine tactique solide dérivée de l'étude du Zero d'Akutan, et de pilotes américains de plus en plus expérimentés face à une opposition japonaise déclinante. Le F6F produisit plus d'as de l'aviation que tout autre appareil allié de la Seconde Guerre mondiale. Entre 305 et 307 pilotes de Hellcat de la Navy obtinrent le statut d'as avec 5 victoires ou plus, avec de légères variations dans les décomptes selon la manière dont les victoires partagées étaient attribuées. Le meilleur as de la Navy, le commandeur David McCampbell, marqua ses 34 victoires en volant sur des F6F. Le bilan de combat du Hellcat était si dominant que les pilotes japonais de la fin de la guerre développèrent ce gain. C'est ce que les services de renseignement américains appelèrent la fatigue du zéro, une reconnaissance que s'engager contre des F6F était probablement fatale. Les pilotes japonais évitaient de plus en plus le combat lorsque c'était possible, plongeant ou fuyant dans les nuages plutôt que de se battre. Cette domination psychologique était aussi importante que la supériorité technique, car elle permit au groupe de porte-avions américains d'opérer avec une quasi-impunité, sachant que l'opposition aérienne japonaise serait minimale et inefficace. Le contraste avec les combats du début de la guerre était frappant. En 1942, les pilotes américains fuyaient les Zeros chaque fois que possible. En 1945, les pilotes japonais fuyaient les Hellcats. La transformation était totale. Le rôle du Zero d'Akutan dans cette transformation ne peut être quantifié avec précision, mais son importance est indéniable. L'appareil capturé fournit les premières informations détaillées sur les capacités et les limites du Zero. Les vols d'essai de Sanders révélèrent des faiblesses spécifiques qui pouvaient être exploitées tactiquement. Les données techniques influencèrent sinon les décisions de conception du F6F à un moment crucial où des changements pouvaient encore être incorporés. Le plus important, le Zero d'Akutan détruisit la mystique entourant le chasseur japonais, prouvant qu'il n'était pas invincible, mais plutôt un appareil avec des forces et des faiblesses spécifiques. La combinaison du F6F Hellcat et des connaissances tactiques acquises grâce au Zero d'Akutan créa une synergie qui transforma l'aviation navale américaine. Le F6F ne fut pas conçu à cause du Zero d'Akutan, mais il fut affiné sur la base des renseignements provenant de l'appareil capturé. Les tactiques utilisées par les pilotes américains ne furent pas créées en étudiant le Zero.
mais elles furent validées et formalisées par les vols d'essai de Sanders et les analyses ultérieures. Le résultat fut un système intégré d'avions, de tactique, d'entraînement et de production industrielle qui submergea l'aviation japonaise. À la fin de la guerre, le Japon avait produit environ 10 500 Zero, leur principal chasseur tout au long du conflit. Les États-Unis produisirent 12 275 F-6F Hellcats en 37 mois, plus des milliers de F-4U Corsair et d'autres chasseurs. L'écart de production reflétait la puissance industrielle de l'Amérique, mais l'écart de combat reflétait la supériorité technique du F-6F et la doctrine tactique qu'il employait efficacement. Le Zero d'Akutan fut détruit en février 1945, ironiquement lors d'un accident d'entraînement plutôt qu'au combat. Alors qu'il roulait pour le décollage à la base aéronavale de North Island, un bombardier en piqué SB-2C Helldiver perdit le contrôle et s'écrasa sur le Zero garé, son hélice découpant le chasseur japonais en morceaux. William Leonard récupéra plusieurs instruments du site de l'épave, les offrant au National Museum of the United States Navy. L'Alaska Heritage Museum et le Smithsonian National Air and Space Museum préservèrent également de petits fragments. L'appareil physique avait disparu, mais son héritage perdura dans chaque F-6F qui volait en mission de combat, dans chaque pilote américain qui connaissait les faiblesses du Zero, dans chaque manuel tactique qui incorporait les leçons apprises des vols d'essai de Sanders. Le corps de Koga, initialement enterré sur l'île d'Akutan, fut exhumé par les équipes de l'American Graves Registration Service en 1947 et réenterré sur l'île d'Adak, plus bas dans la chaîne des Aléoutiennes. En 1953, le cimetière d'Adak fut excavé et 236 corps, incluant probablement les restes de Koga, furent restitués au Japon pour y être inhumés. Le jeune pilote, mort à 19 ans, devint un contributeur involontaire à la défaite du Japon, son avion parfaitement conservé révélant des secrets qui allaient condamner des milliers de ses compatriotes. Le débat historique sur l'importance du Zero d'Akutan continue. Certains historiens soutiennent que ce fut la capture de renseignements la plus importante de la guerre du Pacifique, plus précieuse que le décryptage de codes ou toute autre source. D'autres soutiennent que la victoire américaine était inévitable de toute façon et que la capture du Zero ne fit qu'accélérer des tendances déjà en cours. Historien japonais et lieutenant-général de la force aérienne d'autodéfense Masatake Okumiya, qui a servi comme officier d'état-major dans la plupart des grandes batailles aéronavales du Pacifique, a déclaré que l'acquisition du Zero d'Akutan n'était pas moins grave que la défaite japonaise à Midway. La révélation des secrets du Zero aux ingénieurs et pilotes d'essai américains représentait un échec catastrophique du renseignement dont les conséquences se sont fait sentir tout au long des années de guerre restantes. L'as de l'aviation William Leonard a qualifié le Zero capturé de « trésor qui a révélé tant de secrets à un moment où le besoin était si grand ». L'as des Marines Kenneth Walsh a attribué aux renseignements obtenus du Zero de Koga le fait d'avoir sauvé sa vie à plusieurs reprises, cette connaissance tactique lui ayant permis de survivre à des rencontres précoces qui auraient pu autrement être fatales. La vérité intègre probablement des éléments de toutes ces perspectives. Le Zero d'Akutan n'était pas le seul responsable de la victoire américaine, qui reposait sur la capacité industrielle, le décryptage des codes, la guerre sous-marine et de nombreux autres facteurs. Mais il fut une pièce cruciale du puzzle, arrivant exactement au bon moment pour influencer les décisions de conception des avions et le développement de la doctrine tactique. Sans le Zero d'Akutan, le F-6F aurait quand même été un excellent chasseur. L'industrie américaine aurait toujours submergé la production japonaise et la victoire américaine aurait probablement été obtenue. Mais le processus aurait pu prendre plus de temps, coûter davantage de vies américaines et impliquer une plus grande incertitude quant à la manière de vaincre les capacités du Zero. Le ratio de victoire de 19-1 représentait l'aboutissement de multiples facteurs ayant convergé parfaitement. Une conception d'avion supérieur qui privilégiait à la fois la performance et la protection du pilote. Une doctrine tactique dérivée de l'étude des capacités et des faiblesses de l'ennemi.
Un entraînement qui préparait les pilotes aux réalités du combat. Une production industrielle qui assurait la supériorité numérique. Et, de manière cruciale, des renseignements détaillés sur l'arme principale de l'ennemi, obtenus à partir d'un seul exemplaire presque intact, capturé par hasard dans la nature sauvage des Aléoutiennes. Les militaires américains qui ont piloté des F-6F Hellcat pendant la guerre se sont rassemblés lors de diverses réunions au cours des décennies suivant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup étaient des pilotes de F-6F Hellcat qui avaient dominé les cieux du Pacifique, partageant maintenant leurs souvenirs et honorant leurs camarades tombés au bâton dans combat. Les orateurs de ces rassemblements ont fait référence à plusieurs reprises au Zéro d'Akutan et aux renseignements qu'il avait fournis. Ils ont parlé de la façon dont la connaissance des faiblesses du Zéro leur avait donné confiance au combat. Ils ont décrit l'utilisation de la technique de piqué à grande vitesse et de tonneaux serrés à droite que Sanders avait découverte. Ils ont expliqué comment la conception du F-6F intégrait les leçons tirées du chasseur japonais capturé. Les vétérans ont constamment souligné un thème commun. On nous disait que le Zéro était invincible, expliqua un ancien as de l'aviation. Nous le croyions parce que nous avions vu ce qu'il pouvait faire à nos avions au début du combat. Puis nous avons appris ses secrets grâce à l'avion capturé en Alaska. Nous avons appris qu'il ne pouvait pas en faire de tonneaux à grande vitesse. Nous avons appris que son moteur s'arrêtait en accélération négative. Nous avons appris qu'il était fragile et qu'il brûlerait s'il était touché. Et soudain, il n'était plus invincible. C'était juste un autre avion, un que nous pouvions battre si nous volions intelligemment. Le F-6F nous a donné les outils. Le Zéro d'Akutan nous a donné la connaissance. Ensemble, ils nous ont donné la victoire. Le F-6F Hellcat est resté en service de première ligne jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, étant progressivement complété par le F-5U Corsair à mesure que les problèmes d'atterrissage sur porte-avions de cet appareil étaient résolus. Après la guerre, les Hellcat furent rapidement retirés du service de la flotte, remplacés par des jets et des chasseurs à hélice plus modernes. Beaucoup rejoignirent des escadrons de réserve où ils servirent jusqu'au et servirent jusqu'au début des années 1950. D'autres furent convertis en drones cibles ou mis au rebut. Le dernier Hellcat de la marine fut retiré en 1954, seulement 9 ans après la fin de la guerre. L'obsolescence rapide témoignait de la vitesse à laquelle la technologie aéronautique progressait pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Un avion qui était à la pointe de la technologie en 1943 était désespérément dépassé en 1954, incapable de rivaliser avec des jets qui volaient 2 fois plus vite et montaient 3 fois plus rapidement. Mais le palmarès de combat du Hellcat lui assura de ne jamais être oublié. Des expositions muséales à travers les États-Unis présentent des F-6F préservés, dont beaucoup sont restaurés en état de vol. Les foules des meetings aériens regardent avec admiration les Hellcat d'époque se produire, leur son et leur profil distinctif évoquant une époque où l'aviation navale américaine a atteint la domination grâce à une combinaison d'excellence en ingénierie et de brio tactique. Environ 70 F-6F Hellcat survivent dans des musées et collections privées à travers le monde. 7 restent en état de vol, tous basés aux États-Unis, régulièrement, pilotés lors de meetings aériens et d'événements commémoratifs. Chaque vol est un rappel des 12 000 avions qui sont sortis des chaînes de montage de Grumman, des 34 000 pilotes qui les ont pilotés au combat et des 5 000 avions ennemis qu'ils ont détruits. Le Zéro d'Akutan lui-même ne subsiste qu'en fragments dispersés dans les musées et dans des milliers de pages de rapports d'essais et d'analyses de renseignements archivés aux archives nationales. Mais son impact sur la guerre du Pacifique a largement dépassé sa présence physique. Un seul avion capturé par hasard, testé pendant quelques mois et détruit lors d'un accident, a contribué à la victoire américaine d'une manière qui ne peut jamais être mesurée précisément, mais qui ne peut jamais être négligée. Le capitaine de corvette Eddie Sanders, le pilote d'essai qui a volé pour la première fois avec le Zéro d'Akutan, a vécu pour voir le succès au combat du F-6F.
Il a continué à servir dans divers rôles de test et d'évaluation aéronautique tout au long de la guerre, contribuant au programme de développement de multiples types d'aéronefs. Après la guerre, il a pris sa retraite de la marine et a travaillé dans l'industrie aérospatiale, son expertise en matière d'essais d'avions étant précieuse dans l'avancement technologique rapide de l'ère d'après-guerre. Il est décédé dans les années 1970 après avoir été témoin de la transformation complète de l'aviation navale, passant des chasseurs à hélice aux jets supersoniques. Sanders parlait rarement publiquement de son rôle dans l'essai du Zéro d'Akutan, le considérant simplement comme une mission parmi tant d'autres dans une carrière dédiée à l'aviation navale. Mais ceux qui ont servi avec lui ont reconnu l'importance de son travail. Ses vols d'essais minutieux, ses rapports détaillés et ses analyses perspicaces avaient directement contribué à la doctrine tactique américaine et indirectement aux décisions de conception du F-6F. C'était un professionnel discret qui a fait son travail superbement à un moment où cela comptait le plus. La leçon plus large de l'histoire du Zéro d'Akutan et du F-6F Hellcat s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les forces militaires modernes dépensent des milliards pour la collecte de renseignements, l'analyse technique et l'évaluation des menaces, parce que l'exemple du Zéro d'Akutan a prouvé à quel point une connaissance détaillée des capacités de l'ennemi peut être précieuse. Chaque avion ennemi capturé, chaque transfuge apportant des informations techniques, chaque source de renseignements révélant les faiblesses de l'ennemi est potentiellement un autre Zéro d'Akutan, une clé qui déverrouille des avantages tactiques et technologiques. Comprendre les capacités et les limites de votre ennemi peut signifier la différence entre la victoire et la défaite. Une seule pièce de matériel, correctement analysée et exploitée, peut influencer la conception des systèmes d'armes, le développement des tactiques et l'issue des batailles. Le Zéro d'Akutan est arrivé précisément au moment où il pouvait influencer le développement du F-6F. Les vols d'essai de Sanders ont révélé des faiblesses exactement au moment où les pilotes avaient même des besoins de confiance pour affronter le Zéro. Les leçons tactiques ont été diffusées lorsque les programmes d'entraînement pouvaient les intégrer. 1 an plus tôt ou plus tard, l'impact aurait pu être minimal. Le timing était parfait et l'Amérique l'a pleinement exploité. Le Zéro en 1942 était sans doute le meilleur chasseur embarqué au monde, supérieur à bien des égards à tout ce que l'Amérique avait mis en ligne. Mais la capacité de l'Amérique à produire des milliers de tirs de F-6F, à former des dizaines de milliers de pilotes et à soutenir des opérations de combat à travers un océan lui a donné des avantages que l'excellence technique du Zéro ne pouvait pas surmonter. La qualité est importante, mais la quantité a sa propre qualité, surtout lorsqu'elle est combinée avec le renseignement tactique et une doctrine solide. Le F-6F Hellcat et le Zéro d'Akutan représentent maintenant les deux côtés de cette équation. Le Hellcat était le produit de la puissance industrielle américaine, de ses compétences en ingénierie et de la synthèse du renseignement tactique. Le Zéro d'Akutan fut un don du ciel pour le renseignement américain, un coup de chance qui révéla des informations cruciales sur les capacités de l'ennemi. Ensemble, ils ont créé une combinaison qui s'est avérée imparable, transformant l'aviation navale américaine d'une infériorité défensive début 1942 à une domination écrasante mi-1944. Le jeune pilote japonais, qui est mort dans un marécage des Aléoutiennes, n'aurait pas pu savoir que son chasseur parfaitement conservé contribuerait à la défaite de sa nation. Ses ailiers, espérant qu'il avait survécu, n'auraient pas pu savoir que leur clémence en ne détruisant pas son avion condamnerait des milliers d'heures de leurs camarades. Les équipes de sauvetage américaines luttant dans ce marécage d'Alaska n'auraient pas pu savoir qu'elles récupéraient la clé de la supériorité aérienne dans le Pacifique. Et Eddie Sanders, roulant avec ce Zéro capturé pour son premier vol américain, n'aurait pas pu pleinement apprécier que ces vols d'essai influenceraient un chasseur qui aiderait à gagner la guerre. Mais l'histoire est sa fête de tels moments, où le hasard et la préparation se rencontrent, où la fortune sourit à ceux qui sont prêts à l'exploiter,
où une seule information arrive exactement au bon moment pour influencer des événements bien au-delà de sa signification apparente. Le Zéro d'Akutan fut un tel moment, et le F-6F Hellcat en fut l'héritage, un avion capturé, un pilote d'essai qualifié, un instant où le renseignement, la conception et la doctrine tactique ont convergé pour créer un système d'armes qui a atteint un ratio de victoire de 19.1 et a balayé l'aviation japonaise du ciel du Pacifique. La transformation de l'aviation navale américaine, passant d'outsider à force dominante, s'est produite grâce à la convergence de la capacité industrielle, de l'excellence en ingénierie, de pilotes qualifiés et mieux qualifiés et du renseignement. Le Zéro d'Akutan a révélé que le chasseur japonais, en apparence invincible, avait des faiblesses exploitables. Le F-6F Hellcat a été conçu et utilisé pour exploiter impitoyablement ces faiblesses. Lorsque les pilotes américains ont emmené les F-6F Hellcat au combat, ils n'emportaient pas seulement une technologie supérieure, mais aussi une connaissance supérieure. Ils connaissaient les faiblesses du Zéro parce qu'Eddie Sanders les avait découvertes. Ils savaient comment exploiter ces faiblesses parce que la doctrine tactique avait été réécrite sur la base des vols d'essai de Sanders. Ils savaient qu'ils pouvaient gagner parce que la mystique de l'invincibilité japonaise avait été brisée par des données concrètes provenant de l'avion capturé. Le ratio de victoire de 19-1 fut le résultat inévitable. Un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque le hasard offre une opportunité et que l'habileté transforme cette opportunité en un avantage écrasant. L'histoire de la façon dont le Zéro capturé par un pilote d'essai a transformé le F-6F Hellcat en une machine à tuer avec un ratio de 19-1 démontre que la guerre est décidée non seulement par le courage et la puissance de feu, mais aussi par le renseignement, l'adaptation et la capacité à apprendre de l'ennemi. Le F-6F Hellcat et le Zéro d'Akutan ont ensemble écrit un chapitre de l'histoire de l'aviation qui continue de résonner 8 décennies plus tard, prouvant que parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas par la destruction, mais par la compréhension.